Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Chris Vidéo. Je vous donne rendez-vous pour cette vidéo du lundi consacrée à Jacques Messrine pour le sixième et dernier épisode. C'est la finale, voilà, c'est là que tout va se dérouler. Alors c'est parti, recrutement d'un nouveau complice. Au printemps 1979, peu avant l'assassinat de Goldman, Gilles Millet et Alain Bizot sont convoqués par Messrine dans le Loiret pour une séquence à sa gloire. Photo que Libération refuse de publier, même après le décès de Messrine en novembre. Celui de Goldman ne remontant qu'à 6 semaines, c'est le moment où Millet fait connaître à Jacques Messrine Michel Chaïevski, l'autre truand ayant réalisé l'enlèvement d'Henri Lelièvre. Et il le lui a présenté. Gilles Millet ayant été appelé par Sylvia Jojaco, la compagne de Messrine. Le 21 juin 1979, Messrine enlève le milliardaire Henri Lelièvre de sa maison Le Collinet à Maraîcher dans la Sarthe, avec la complicité du braqueur Michel Chaïevski. Tous deux se faisant passer pour deux policiers avec fausse carte de police. 28 jours après l'enlèvement, il demande une rançon de 6 millions de francs et à son fils Henri Lelièvre de choisir une personne de confiance pour l'apporter. Le fils aîné, qui s'appelle lui aussi Henri, regarde sa montre, constate que l'heure ne correspond pas à ce type d'opération. Il a des doutes et relève le numéro de plaque de la voiture des policiers. Après le départ de la voiture, il appelle les gendarmes pour leur communiquer et ceux-ci ont les mêmes doutes. Puis il repère rapidement la 504 rouge qui a été volée. Le SRPJ d'Angers, puis l'OCRB, sont prévenus dans la journée, mais ne parviennent pas à stopper la 504 rouge. Des recoupements avec des hold-up qui viennent de se produire avec un mode opératoire proche au sud de Paris, à Massy et Saint-Maur, permettent d'identifier l'un des deux hommes. Un blond frisé de grande taille, recherché par la police. Un autre fils d'Henri Lelièvre a reconnu Messrine sur des photos présentées par des enquêteurs. À la suite de l'enlèvement du milliardaire Lelièvre, une unité anti-Messrine est créée en 1979. Messrine va s'appuyer sur quelques survivants de l'ancienne bande du Talus, proche de la rue Leibniz, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce groupe, très actif dans la petite délinquance des années 50-60, avait la haute main sur ce territoire, alors très populaire et pauvre. Ils dépensent l'argent de la rançon en montre dans des grands magasins et achètent une BMW 528 injection. Vous voyez où je veux en venir? La même que celle de la BRI, sur laquelle il avait tiré lors de sa première tentative de remise de rançon pour Henri Lelièvre. Le 10 septembre 1979, Messrine et un complice tentent un guet-apens dans la forêt d'Alat, dans l'Oise, près de Senlis. Au journaliste de Minute, Jacques Tillet, après l'avoir emmené dans les profondeurs d'une cave à champignons, Messrine le torture, le met à nu, le tabasse et le blesse grièvement par 3 balles en lui tirant dans la joue pour l'empêcher de dire des conneries, le bras pour l'empêcher d'écrire des conneries, et la jambe par simple plaisir, affirmera-t-il plus tard. Il le laissa pour mort. Messrine reprochait à ce journaliste de l'avoir diffamé en écrivant qu'il n'était pas une personne réglo avec ses associés et que c'était un bandit sans honneur, en août 1979. Messrine réalise lui-même des photographies de la tentative d'assassinat. Tillet arrive à s'en tirer. Messrine écrit des lettres aux journalistes disant qu'il ne voulait pas le tuer. Fin octobre 1979, Emmanuel Farrugia, commandant de police, et Paul Raymond, capitaine de police, homme du commissaire divisionnaire Lucien Aimé Blanc, chef de l'Office fédéral
pour la Blanc, pour le chef de l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, repère l'appartement de Mesrine, rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris. Ceci est rendu possible par le biais d'un indicateur donné par Jacques Tillier, qui voulait se venger, qui dénonce Charlie Bauer comme complice actif de Mesrine, et grâce aux écoutes des coups de téléphone que Charlie Bauer passait à Jacques Mesrine. Maurice Bouvier, alors directeur central de la police judiciaire, saisit la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, du commissaire principal Robert Broussard, territorialement compétente pour procéder à l'arrestation de Jacques Mesrine. Le 2 novembre 1979, à 15h15, Mesrine, au volant de sa voiture, avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot, est encerclé par les hommes de la BRI, porte de Clignancourt, à Paris. Un camion bâché qui s'est inséré devant son véhicule dissimule des policiers qui ouvrent le feu. 21 balles sont tirées. L'autopsie constatera la présence de 18 impacts de balles à haute vélocité sur son corps. Il est tué en possession de grenades et d'armes de poing dissimulées au pied de sa compagne. Celle-ci, grièvement blessée au bras, perd aussi un œil dans la fusillade et son caniche est tué. Jacques Mesrine est enterré au cimetière nord de Clichy, sa ville de naissance. Sa BMW 528i marron métallisée, immatriculée 83 CSG 75, Sylvia Jean-Jacot raconte l'achat dans son livre Ma vie avec Mesrine, publié en 2011. Donc cette voiture reste sous scellé de justice, 28 ans, dans une fourrière à Bonneuil-sur-Marne, avant d'être broyée dans une casse d'Atimons le 14 mai 2007. Selon la version du commissaire Lucien Aimé Blanc, le commissaire Broussard n'était pas au premier rang lorsqu'a été ouvert le feu. Le commissaire Lucien Aimé Blanc a revendiqué sous différentes formes la paternité du repérage de Mesrine, notamment via une mise sous écoute et l'approche qui ont permis de le suivre. La mort de Mesrine est un premier cas de remise en cause de la légitime défense, invoquée par la police, car celle-ci aurait ouvert le feu sans sommation. 2 nouveaux témoins ont apporté des éclaircissements en octobre 2008 sur France Inter. Guy Penet, qui était en 1979 le patron du bar Le Terminus, porte de Clignancourt, n'a jamais été entendu sur procès-verbal dans la procédure judiciaire. Il a envoyé une lettre jointe au dossier. Il affirme que les policiers n'ont pas affecté de sommation avant de tirer sur Mesrine. Tout ce qu'il a entendu, c'est une rafale de coups de feu suivi du cri « Bouge pas, t'es fait !» Geneviève Adrien ne s'est jamais exprimée publiquement depuis le 2 novembre 1979. Ce jour-là, alors étudiante en musicologie, elle se trouve dans une cabine téléphonique avec une amie, porte de Clignancourt, à quelques mètres de la voiture de Jacques Mesrine. Elle raconte avoir entendu des rafales de mitraillettes, ou en tout cas des coups de feu très rapprochés, mais en aucun cas des sommations. Les sommations restent toutefois un acte militaire auquel étaient soumis les gendarmes et non les policiers. La légitime défense n'est en aucun cas soumise à l'obligation d'effectuer des sommations. Il convient aussi de rappeler l'avertissement que Mesrine avait donné à Broussard. Quand nous nous rencontrerons à nouveau, ce sera à celui qui tire le premier. En outre, les policiers témoignent qu'au lieu de se rendre et de lever les mains, il avait eu un mouvement latéral, comme s'il allait se saisir de quelque chose. Cette observation sera confirmée par la présence des armes dissimulées au pied de sa compagne.
Une cassette audio sera retrouvée ultérieurement par les enquêteurs avec la voix de Mesrine à destination de Sylvia, disant ceci. Si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas. L'instruction est rouverte en mars 2000. Elle débouche sur un non-lieu le 14 octobre 2004. Un nouveau non-lieu est prononcé le 1er décembre 2005 par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation déclare irrecevable le pouvoir en cassation de la famille Mesrine. Et voilà les amis, c'est sur ce dernier épisode que se concluent les aventures fabuleuses du tueur le public numéro un, je vais y arriver, Monsieur Jacques Mesrine, que voilà, ça ne regarde que moi, mais que j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié ses façons de dire. Il était quand même correct, quand même, je dirais, un peu du début à la fin. Enfin bon, bref, tout ceci est une autre histoire. On va pas en faire débat aujourd'hui. Mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce sixième et dernier épisode consacré à Jacques Mesrine. Vous retrouverez donc tous les épisodes sur ma chaîne YouTube, hein. Vous pouvez tous les visionner comme ça dans l'ordre, du premier au dernier épisode, celui-ci. Et on se retrouve lundi prochain pour un tout autre univers pour la prochaine vidéo du lundi. En attendant, passez justement une excellente journée, un très beau lundi, une très belle semaine qui s'annonce relativement ensoleillée et douce. Prenez soin de vous, la vie on n'en a qu'une. Bye bye les amis, à bientôt.